Espace TV, le 22h. Au plaisir de vous retrouver pour vous informer au sommaire de ce 22h. Manifestation en cascade ce lundi des enseignants contractuels à Kankan et Kindia, mais aussi des élèves maîtres de l'ENI de Bokeh. Les premiers exigent leur intégration sans condition à la fonction publique et les autres le paiement de leur bourse d'entretien. Les Échos, c'est dans ce journal. Accusé de financer le Hezbollah libanais à partir de Conakry, l'opérateur économique libano-guinéen Ali Saadi et son compatriote Ibrahim Taher rejettent en bloc les accusations de l'OFAC. Au même moment, c'est le procureur général près la cour d'appel de Conakry qui annonce l'ouverture imminente d'une information judiciaire sur le dossier. Notre angle de ce soir nous amène dans les rues et marchés de Conakry. Là, nous irons à la rencontre de ceux qu'on appelle charretiers ou colporteurs. C'est le grand format de André Mossier-Milmono que vous allez découvrir en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est juste après cette virgule. Bonsoir et bienvenue à tous. À Kankan, des enseignants contractuels ont de nouveau battu le pavé ce lundi pour exiger aux nouvelles autorités leur intégration à la fonction publique sans concours. Contrairement à la première journée, 3 personnes, dont une enseignante et 2 élèves, ont été blessées dans des accrochages entre manifestants et contre-manifestants. Le récit de la journée avec Alpha Oumar Kouita. Des enseignants contractuels de Kankan ont pris pour cible ce lundi les grands établissements d'enseignement public et privé de la ville pour solliciter le soutien des élèves dans leur combat. Même si des manifestants se sont heurtés à des réticences au lycée Marien Gouabi, ils sont parvenus tout de même à avoir le soutien de certains élèves qui ont procédé aussitôt au jet de pierre. Sur le coup, une enseignante a été blessée au niveau de son épaule gauche. Les élèves ont été intimés de nous jeter des pierres. Et ce sont ces mêmes mouvements qui nous a conduits, n'est-ce pas, un peu partout dans la ville. Les élèves sont sortis pour nous aider. Je ne sais pas, là où le caillou est sorti, mais blessé. Malgré que je suis blessé, je suis au bout jusqu'à notre engagement. Au groupe scolaire privé d'EMS, deuxième étape de leur marathon, les manifestants ont croisé sur leur chemin les forces de maintien d'ordre qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Déterminés, ces enseignants grévistes ont mis cap sur le lycée 3 avril où ils ont été également empêchés par des forces de l'ordre d'accéder à l'école. Au lycée Almami Samouri Touré, les accrochages ont fait 2 blessés. L'objectif n'est pas encore atteint parce que tant que nous n'avons pas notre engagement à la fonction publique, nous n'allons pas relâcher le mouvement. C'est parce que les premiers interlocuteurs n'ont pas convaincu que ces enseignants ont décidé de se lancer dans cette autre démarche. C'est maintenant sur le colonel Mamadi Doumbouya qu'ils veulent compter. Nous demandons humblement à notre cher président, à notre voyant président, il est tel le lion noir tant attendu d'Andramous. Je suis enseignant, je sais de quoi je parle. Et s'il est réellement le lion noir annoncé d'Andramous, Excellence, Monsieur le Président de la République, ce sont vos enfants qui s'adressent à vous. Excellence, acceptez nos cris de cœur. Engagez-nous à la fonction publique. Les grévistes entendent poursuivre leur manifestation de rue dans les prochains jours jusqu'à satisfaction de leurs réclamations. Même mobilisation pour les mêmes motifs à Kindia. Ce lundi, les enseignants contractuels de Kindia ont aussi battu le pavé devant la direction préfectorale de l'éducation pour exiger leur intégration à la fonction publique sans concours. Reportage Aboubakar Silla, Djibril Kamara. Ils ne veulent pas obtempérer sans atteindre leur objectif. 5 jours après leur manifestation à l'inspection régionale de l'éducation de Kindia, dans la matinée de ce lundi, les enseignants contracteurs de Kindia ont encore battu le pavé devant la direction préfectorale de l'éducation pour, dit-on, exiger aux autorités compétentes leur intégration à la fonction publique sans condition. Nous ne voulons pas le concours, on ne veut même pas entendre le mot concours. Les 2 pays, en complicité avec les DSE, avec les 7 responsables d'école, on dit qu'il y a des anciens communautaires fabriqués. Ils ont remonté la liste des anciens communautaires. Ajoutez à notre liste, la liste est partie jusqu'à 25 mai. Devant l'institution scolaire où ils ont manifesté leur mécontentement, le premier responsable du service y était. À l'intention des enseignants contractuels,
Le directeur préfectoral de l'éducation de Kindia a rappelé leur rôle dans ce cas de figure. Notre rôle régalien, c'est de faire les instructions du département qui nous gère tous. Votre doléance ce matin, elle sera aussi transmise à la hiérarchie. C'est tout ce que nous pouvons. Après 5 années de service dans le secteur éducatif, ces enseignants contracteurs de 2018 veulent à tout prix intégrer à la fonction publique. Nous avons un besoin qu'ils doivent satisfaire. Donc nous sommes là pour ça. On a fait 5 ans dans l'état contractuel. Nous demandons maintenant un engagement à la fonction publique. En attendant d'être rétablis dans leurs droits, ces contractuels comptent toujours mettre la pression sur les autorités à travers des séries de manifestations. On n'est pas prêt pour le concours et nous allons continuer à marcher tant que nous ne sommes pas engagés à la fonction publique. C'est que cela soit clair. Si les autorités tiennent à l'idée du concours, les enseignants contractuels sont partants, mais avec des conditions. Nous demandons au gouvernement, s'ils doivent organiser le concours, qu'on mette encore une commission composée des anciens contractuels et qu'on les évalue en situation de classe. Nous allons suivre la situation. Cette énième manifestation des anciens contracteurs de Kindia s'est déroulée sans aucune fausse note. D'une manifestation à une autre, cette fois à l'ENI de Bouquet, où les étudiants demandent le paiement de leur bourse d'entretien. Selon les grévistes, depuis la rentrée, ils n'ont reçu aucune prime. Ils demandent au colonel président de faire face à leur peine car ils ne parviennent plus à supporter les difficultés. Les explications, c'est avec Mamadou Pete Diallo, Aïssatou Kesse Diallo et Salifou Lifosissé. Tôt ce lundi, ces étudiants ont décidé d'abandonner les salles de classe pour manifester leur mécontentement face au retard accusé dans le paiement de leur bourse d'entretien. Depuis 6 mois, ces jeunes venus des différentes préfectures de la Guinée ne sont pas rentrés en possession de leur pécule. Selon ces manifestants, ils traversent des périodes difficiles à supporter. Il y a d'autres qui sont malades et qui sont dans des difficultés de se soigner. Donc, puisque les familles, pendant ces 6 mois, ont fini par épuiser leurs ressources, donc c'est très difficile pour eux de pallier à ce genre de problème. Ces grévistes qualifient leur cas de stigmatisation, vu que d'autres étudiants orientés dans les universités ont récemment perçu leur dû. À date, les difficultés ne sont pas les moindres chez certains qui n'ont pas de quoi se nourrir, témoignent ces futurs instituteurs. Nous sommes là en tant qu'étudiants, nous ne sommes pas avec nos parents et on souffre. Il y a la location est là, le déplacement, il y a tout. On mange matin comme soir. Imaginez ça. Ça nous fait beaucoup quand même de la souffrance. Ceux d'université et nous sommes tous orientés. On a été tous orientés. Mais l'État n'a pas pensé à nous. Il faut qu'il pense à nous aussi. Vu les difficultés que traversent ces étudiants orientés dans son école, le directeur de l'ENI dit avoir compris la colère des grévistes et se dit être préoccupé par la situation. Nous sommes plus sensibles qu'eux pour leur situation. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est de remonter les informations à la hiérarchie supérieure. Et à l'heure qu'il fait, tout le monde est en branle pour trouver une solution heureuse à cette situation. Pour être soulagés, ils invitent le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, à faire face à leur cas. Notre appel à l'appel du président et de son gouvernement, c'est de regarder notre situation. Parce que ces bourses sont là pour nous permettre enfin de bien étudier. Et si ces bourses ne sont pas là, lorsque les familles sont déjà fatiguées, il faudrait que vraiment ces bourses nous reviennent pour que nous puissions résoudre nos problèmes. Au dire de ces jeunes, si jusqu'au jeudi ils ne trouvent pas de satisfaction dans leur démarche, ils comptent organiser une éventuelle manifestation qui va partir de l'ENI jusqu'à l'IRE dans le but d'attirer à nouveau l'attention des autorités. Au même moment, ce sont les universités guinéennes qui bénéficient de 25 bus de 30 places chacun. L'initiative du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation. Des clés de ces bus ont été remises par le chef de l'État en présence du Premier ministre et de plusieurs autres membres du gouvernement. Dr Diaka Sidibé, ministre de l'Enseignement, promet que ces bus iront dans toutes les universités du pays et seront bien entretenus. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Visiblement, les manifestations des étudiants ont porté leurs fruits. Ceux qui réclamaient des bus ont désormais 25 bus à leur disposition, des bus destinés aux étudiants et enseignants de Conakry et de l'intérieur du pays. Une manière pour le gouvernement de la transition d'amoindrir les difficultés liées à la mobilité des enseignants et étudiants
et surtout faciliter l'accès aux différentes institutions d'enseignement supérieur. Au cours de la tournée que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a effectuée dans les institutions d'enseignement supérieur de notre pays, j'ai été personnellement interpellée par des doléances faites par plusieurs enseignants et étudiants sur la mise à disposition de moyens de transport. Vous avez donc pris acte de ces nombreuses requêtes et qui, je témoigne, étaient déjà inscrites dans la feuille de route de notre département. Le Premier ministre estime que c'est une promesse du gouvernement de la transition faite aux étudiants qui a été réalisée. Mohamed Beavogui invite les bénéficiaires à bien les entretenir. À la ministre, je dirais, comme je discutais avec elle ce matin, il est important que ces bus soient très bien gérés, qu'ils soient gérés de façon privée. C'est un patrimoine national. Aux étudiants, je dirais, respectez cet outil, c'est pour vous. Respectez-le, entretenez ces outils, profitez-en pour que vous puissiez aller facilement à l'école et rentrer facilement chez vous. Une unité de gestion de ces bus sera créée pour l'entretien, promet la ministre de l'Enseignement supérieur qui a interpellé les étudiants et enseignants sur la nécessité de la sauvegarde de ces biens. Je voudrais assurer à votre Excellence que mon département est à pied d'œuvre pour créer une unité de gestion de ces bus en vue d'une gestion efficace et efficiente, rentable et rationnelle au bénéfice de tous. Devant vous, j'engage donc la responsabilité de chaque acteur pour réussir le pari de la mobilité sécurisée des étudiants dans ces bus, ainsi qu'une gestion des plus saines. Le président de la transition est le premier à rouler dans ces bus avant de remettre les clés au département. Une manière pour lui de montrer l'exemple et surtout inviter la ministre à veiller sur la gestion. Face à la presse ce lundi, le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, a annoncé le début de l'exécution des décisions de justice par les huissiers. Charles Wright a par la même occasion annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre 2 Libanais pour des faits présumés de financement du terrorisme, mais aussi le transfert des dossiers de Paul Moussa Diawara et Bayo devant la CRIEF. Bernard Kondouno et Aboubakar Kekebangoura. Tout a commencé par une communication du président des huissiers de Guinée qui a énuméré quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Maître Sori Daouda a par ailleurs souligné les avancées déjà enregistrées depuis le changement de régime. Le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, a annoncé le démarrage très prochain de l'exécution des décisions de justice à Conakry. À compter du mardi 8 mars 2022, les huissiers de justice vont procéder à l'exécution des décisions de justice dans le ressort de la cour d'appel de Conakry. Pour la réussite de cette opération, Charles Wright invite à une mobilisation. Il tient à rappeler cependant le rôle d'un huissier aux populations. Il rappelle que la mission d'exécution est dévolue à l'huissier de justice et que toute opposition, résistance avec violence dans l'exercice de ses fonctions constitue des faits de rébellion et d'outrage prévus et punis. Dans le deuxième volet de cette communication, il a évoqué des faits présumés de financement terroriste de 2 étrangers d'origine libanaise sous l'alerte de l'ambassade des États-Unis. Les faits présumés de financement du terrorisme reprochés aux nommés Ibrahim Taher et Ali Saad, tous des hommes d'affaires d'origine libanaise résidant en République de Guinée. Il poursuit sa communication par les menaces de mort que le procureur spécial près de la CRIEF a reçues. Comment ces négriers ont pu atterrir au domicile? À partir de quoi ces menaces ont commencé? Cette question est réservée aux enquêteurs et le parquet aura un regard de surveillance par rapport à cette procédure. Le parquet a également annoncé la transmission des dossiers de Paul Moussa Diawara et Issa Bayo devant la CRIEF. Le dossier désormais contre M. Paul Moussa Diawara et Issa Bayo vont être transférés dès aujourd'hui au niveau de la CRIEF pour jugement.
Accusés d'être des principaux financiers du Hezbollah en Guinée, les deux opérateurs économiques libanais, Ali Saadi et Ibrahim Taher, ont nié tout lien avec le mouvement politique libanais. Leur prise de parole est intervenue quelques jours après que le service de sécurité diplomatique des États-Unis ait fait une annonce de 10 millions de dollars pour toute information sur le financement du Hezbollah. Mamadou Saliouba, Lamine Girassi. L'annonce est faite sur les réseaux sociaux. 10 millions de dollars de récompense contre toute information sur le financement du Hezbollah. Et pour faciliter la tâche à ceux qui veulent se prononcer, le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain cite deux opérateurs économiques libanais vivant en Guinée comme étant des principaux financiers du Hezbollah, un mouvement politique libanais qualifié de groupe terroriste par les États-Unis. Le premier opérateur économique, Ali Saadi, propriétaire de Sonit Pêche, très connu en Guinée. Le Trésor américain l'accuse de financer le Hezbollah. Il l'accuse aussi d'avoir facilité le contact entre l'ancien gouvernement et Qassem Tajidim, un partisan désigné du Hezbollah. Des accusations rejetées par Ali Saadi. Je ne l'ai pas accompagné dans les négociations. Je n'ai pas assisté aux négociations. Je ne suis pas signataire. Je ne suis pas actionnaire de sa société. Je n'ai fait avec lui aucune opération commerciale, aucune opération financière. Les Américains disent que le Hezbollah est une organisation terroriste. Le Hezbollah dit à la télévision que lui, ils sont un mouvement de libération. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Non, je ne pense rien du tout. Le deuxième opérateur économique cité par le Trésor américain est Ibrahim Taher, un autre Libanais propriétaire des usines de Tol Tafagi et Grand Moulin de Conakry. Selon le Trésor américain, en 2020, Ibrahim Taher a voyagé de la Guinée vers le Liban sur un vol spécial avec une grosse somme d'argent. Il aurait soudoyé des douaniers guinéens et aurait affirmé que l'argent qu'il transportait était une aide contre la Covid-19 au Liban. Des accusations formulées par les États-Unis, réfutées par Ibrahim Taher. Je n'ai jamais utilisé un moyen illégal quelconque pour transférer des fonds à l'extérieur de la Guinée et je n'ai aucun lien avec un douanier quelconque ou une autre personne pour un but illégal et je défie quiconque de prouver le contraire. Je n'ai aucun lien avec aucun parti politique libanais de quelque façon que ce soit, encore moins avec le Hezbollah libanais. Les deux opérateurs économiques rejettent toutes les accusations. Leurs avocats sont déjà à pied d'œuvre pour défendre leur réputation et retirer leur nom de la liste de l'OFAC. Le conflit qui oppose les gestionnaires de la résidence 2000 et le patrimoine bâti, les avocats sont largement revenus sur la genèse de l'acquisition du terrain et la réalisation des bâtiments. Le premier conflit au temps d'Alpha Condé, les jugements ont été rendus en faveur de la résidence 2000. Aujourd'hui, l'État décide de remettre l'infrastructure dans ses portefeuilles. Mamadou Sadio Baldé a retenu quelques passages pour vous. Les avocats décident de mettre à la place publique toute l'indignation et l'inquiétude du propriétaire de la résidence. Conté, dans sa mansuétude, a donné. Le professeur Alpha Condé est venu à toucher un peu à la propriété. Les nouveaux dirigeants de notre pays, les nouvelles autorités, ont estimé que ce bien appartient à notre pays, à l'État guinéen. Donc on le reprend. Mais on va rester dans ça. Maître Sékou Kondiano part d'un schéma pour décrire la démarche de l'État. Un comportement qui viole selon lui les termes de procédure. Vous venez chez quelqu'un, vous dites c'est moi qui vous ai vendu ce terrain. Maintenant, comme vous avez construit, je vous le reprends. Y compris le terrain que je vous ai vendu, que les constructions que vous avez faites. Il hausse le ton pour expliquer la différence entre l'expropriation et la spoliation. Dans l'une ou l'autre, la démarche est fauchée, dit-il. On parle de spoliation. Ce n'est plus une expropriation, parce qu'une expropriation est une procédure qui est décrite par le code foncier et domanial. Quand la loi est mise de côté, c'est la puissance étatique qui s'abat sur les citoyens. Une attitude qui décourage les investisseurs, déclare l'avocat. Nous le respectons, mais nous voulons qu'il agisse dans le cadre légal. L'État guinéen est fort, enchaîne-t-il. Malgré tout, les juridictions nationales et supranationales seront saisies. Ce combat-là ira très loin. On ne va même pas se limiter de la saisine des juridictions
nationale. Nous jurons juste que devant les juridictions internationales. Parce que ce qui se passe dépasse l'entendement. En attendant, les clients de la résidence sont perdus entre l'État et le propriétaire à qui faut-il payer les factures. Ils ont été enlevés quelques jours seulement après les événements du 5 septembre 2021. Il s'agit bien évidemment des postes d'appui appelés encore PA, installés par l'ancien régime sur la route Le Prince. Sur leur retrait et l'insécurité grandissante, les avis sont divergents. Si certains apprécient leur disparition, d'autres souhaitent leur retour. Nos reporters Justin Leno et Yacouba Traoré les ont interrogés. Nous sommes sur la route Le Prince où des postes d'appui, communément appelés PA, ne sont plus visibles. Sous Alpha Condé, la route Le Prince les avait connus pour des raisons avancées par l'ancien régime, comme lutter contre l'insécurité, mais surtout des manifestations. Seykouba, jeune citoyen de l'Axe, souhaite leur réinstallation. Dès qu'on a levé le PA sur l'Axe de Prince ici, vraiment, je n'ai pas aimé. C'était pour sécuriser l'Axe de Prince, parce qu'il y avait du banditisme ici. À chaque fois, on vole, on brigade des gens. On barre même la route 2 fois pour empêcher les gens de partir. Des PA sont-ils aujourd'hui remplacés par des pick-up de la police et de la gendarmerie postés sur les grands carrefours de la route Le Prince? Mamadou Seydou Diallo, citoyen de la cité Anko 5, n'y trouve aucun intérêt. Ça ne sert à rien d'installer les PA ou les pick-up, chercher à intimider cette jeunesse. Il faut procéder à la sensibilisation, conscientiser la jeunesse que ce pays-là, non seulement c'est pour eux, et que le pays même a besoin d'eux. Le jeune homme va jusqu'à dire que ces pick-up reflètent l'image d'un pays en invasion, prêt à se défendre contre l'ennemi. Pour un étranger, l'étranger va se dire que réellement le pays n'est pas stable. Mamadou Seydou Diallo ne se limite pas là. Comme lui, beaucoup d'autres citoyens souhaitent que des agents postés quittent les lieux et que des sensibilisations sur la préservation de la quiétude sociale prennent le devant. Quelques mois après le début des travaux de construction de l'échangeur du kilomètre 36 de la préfecture de Koya, les riverains se plaignent de la poussière qui se dégage. Ils invitent l'entreprise chargée des travaux à arroser la zone pour éviter des problèmes de santé aux riverains. Rosaline Goto Monemo, Ibrahim Soli 5 Soma. Nous sommes au kilomètre 36, tout juste au grand carrefour, où les travaux de construction de l'échangeur se poursuivent. Ici, les riverains cohabitent avec la poussière qui se dégage à la suite du passage des engins roulants. Pour se mettre à l'abri des maladies qui pourraient découler de l'inhalation de cette poussière, certains préfèrent utiliser des bavettes. S'il n'y a pas les baguettes, on ne peut pas respirer même sur la route. Donc je voudrais que l'État va nous aider au moins. Définissez les travaux, la vie. Tu as vu les gens, tout le monde portait les babettes. En tracé ici, on porte à quoi de la poussière? De la poussière qui se dépose partout, les toits de maisons et boutiques. Même sur les parasols, se trouvant au bord de la route, les traces de la poussière sont visibles. Le responsable de l'entreprise en charge des travaux, hors micro, nous a fait savoir que la zone est arrosée 2 fois par jour, ce que les riverains trouvent insuffisant. S'il y a la possibilité de mettre de l'eau chaque jour, chaque fois, pourvu que la poussière ne doit pas fatiguer la population tellement. C'est là où nous sommes comme ça, nous sommes fatigués. Il y a beaucoup de choses à l'heure là, donc les deux fois ça ne peut pas suffire les gens. Si c'est 3 fois, 4 fois, ça peut suffire. Puis moi je connais une entreprise à Sangaré jusqu'à Société WAP là, et met la journée jusqu'à 4 fois, 5 fois. Du côté de l'entreprise, nous avons obtenu très peu d'informations. Le chef de chantier et l'ensemble des travailleurs auraient reçu l'ordre de ne pas communiquer avec la presse privée. Nous n'avons donc pas pu obtenir des informations sur la durée des travaux. Malgré l'interdiction de l'exploitation de la mangrove par l'État guinéen, certains vendeurs et même des vendeuses de bois continuent à exercer cette activité. Ils pointent du doigt la pauvreté qui les pousserait à fendre ces bois et à venir les revendre afin de subvenir à leurs besoins. Il faut par ailleurs dire que c'est aussi un travail qui ne se fait pas sans difficulté. Nos reporters Guinée Bemba Koulibaly et Alceni Camara sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage. Mbemba Silla, vendeur de bois au port de Yimbaya. Cela fait 17 ans qu'il cherche les bois de la mer, les fend et les revend. Les problèmes sont de toute nature. Il commence à mer.
Nous prenons le bois amer, mais ce qui nous fatigue, c'est le problème de moteur. Sans le moteur, on peut faire toute une journée, alors qu'avec l'appareil, 2 heures suffisent. 2 heures, Salimatou Kamara, elle s'occupe de la vente du bois au port de Yimbaya. En 20 ans, elle a su compter sur ce métier pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle s'en procure auprès des personnes comme Mbemba Silla, un quotidien pour elle. Nous exerçons cette activité depuis plusieurs années. Nous tenons à faire ce travail pour gagner notre quotidien. Cet autre vendeur de bois a grandi et fondé sa famille dans ce port. C'est donc en connaissance de cause qu'il invite l'État à agir en leur faveur. Ici, on n'a plus d'espace. On est obligé de mettre les ordures. L'État n'a qu'à nous aider pour trouver une solution. Ce bois est très prisé dans les familles africaines traditionnelles, mais aussi dans la pêche pour fumer le poisson. C'est aussi ce type de bois qui est utilisé dans la dibiterie. La coupe du bois impacte cependant l'environnement. Ces femmes le savent. Pour dire la vérité, les autorités nous ont toujours dit d'arrêter de couper le bois en mer. Mais on n'a pas le choix. Nos maris ne travaillent pas. La préservation de l'environnement est un sujet brûlant. Il est abordé à l'échelle internationale en raison des effets du réchauffement climatique. Dans un pays comme la Guinée, la lutte s'avère très compliquée. Les familles comme celle de Mbemba Silla comptent sur ce type d'activité. Mois de mars, mois de la femme, en marge des festivités, le Femina 2022 décerne plusieurs prix aux femmes pour leur dynamisme dans leur secteur. C'est une initiative de la structure Guinée Entrepreneur. Elle a récompensé 100 femmes qu'elle dit plus dynamiques en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Compte rendu, Aminata Wilsouma et Mohamed Silla. Elles viennent de divers domaines, les femmes les plus dynamiques de la Guinée et de l'Afrique. C'est la structure Guinée Entrepreneur, à travers le Salon de l'entrepreneuriat féminin, qui porte le projet. Une démarche saluée, mais les femmes sont invitées à plus d'abnégation. Je sais que son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans son programme de refondation de l'État, accorde un rôle prépondérant aux femmes pour qu'elles prennent leur destin en main et contribuent, comme elles savent si bien le faire, au progrès socio-économique de notre cher pays, la Guinée. C'est pourquoi j'encourage toutes ces braves femmes nominées, partout où elles se trouvent, à s'inscrire dans cette dynamique de renouveau pour accompagner le CNRD et son président dans cette phase exaltante de l'histoire de notre nation. D'abord, une journée d'échange le samedi 5 mars, ensuite une soirée gala au cours de laquelle 100 femmes ont été récompensées pour leur dynamisme. Il s'agit des femmes politiques, des journalistes, des activistes, des entrepreneurs et bien d'autres. À l'occasion du 8 mars, chaque année, je le répète, que c'est une occasion pour nous justement de poser le diagnostic, de poser des constats sur les avancées positives par rapport à notre autonomisation, par rapport à nos droits, par rapport à plein d'autres choses qui nous concernent, qui concernent la cause des femmes. Au sein du groupe Adafo Média, ce sont 2 journalistes qui ont ce prix. Moussa Yeroba, rédactrice en chef de la radio Espace et présidente de l'ONG Femmes et Développement Humain en Guinée. Présente à la cérémonie de remise, l'autre récipiendaire, Mafoudi Abangoura, se réjouit du prix. La rédactrice en chef d'Espace TV invite les femmes à exister dans le débat public. J'ai eu ce prix au même titre que ma consoeur Moussa Yoruba du groupe Adafo Média. Nous sommes très ravis de figurer sur cette liste. Moi, je dédierai ce prix à ma mère et à ma grande sœur Salematou. En tant que journaliste, je veux profiter de ce micro pour inviter les femmes à venir dans les médias, à participer au débat. À noter que ce salon de l'entrepreneuriat a démarré avec des panels sur plusieurs thématiques. Panels au cours desquels les femmes ont été invitées à s'investir pour leur autonomisation. Quelques jours seulement après le départ de la 28e mission médicale chinoise, la 29e mission a été reçue ce dimanche soir par les autorités sanitaires guinéennes. Ces missions s'inscrivent dans le cadre de la coopération sino-guinéenne qui dure depuis plusieurs années. Elle vise à améliorer le système de santé de la Guinée pour une prise en charge assurée et équilibrée. Ali Badra Kamara et Abdoulaye Kamara pour le reportage. Appuyer et accompagner la Guinée dans les services sociaux de base,
spécifiquement dans le secteur de la santé à travers la prise en charge des pathologies au pays, est la mission de ces 22 missionnaires venus de la République populaire de Chine. Pendant 18 mois, ces experts chinois relevant de plusieurs services de santé assisteront les médecins guinéens pour un service de soins de qualité. Nous avons reçu à peu près 700 experts chinois qui sont venus accompagner nos médecins afin de nous appuyer dans la prise en charge des malades. Lors de leur passage à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, les éléments de la 28e mission ont, au-delà des soins dans les salles d'hospitalisation, équipé les différents laboratoires de cet hôpital. Ces appareils de la neuroscience ont significativement réduit les évacuations vers l'extérieur. Comme les missions précédentes, la 29e mission qui est présentement en Guinée, qui vient d'arriver, a comme objectif principal de booster les activités médicales, techniques, au niveau de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne d'Ikipé. Et là où la 28e a laissé, et la 29e va venir prendre à ce niveau, et pour toujours l'amélioration de la prise en charge des qualités des soins dans notre structure pour le bien-être des populations guinéennes. Informés des besoins relatifs aux soins de santé en Guinée, ces 22 nouveaux missionnaires chinois s'engagent à mériter la confiance des liens de coopération entre la Guinée et la Chine. Sur la base des résultats positifs, on va continuer à servir les peuples guinéens pour obtenir le grand fruit dans le futur. Après leur installation, cette nouvelle équipe chinoise sera présentée au personnel de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne dès les jours à venir. Le championnat national de badminton s'est tenu ce week-end au stade du 28 septembre de Conakry. Cette première édition a mobilisé une trentaine de badistes venus de plusieurs villes de la Guinée, Mohamed Valek-Touré, Mohamed Boiba et Aliouba. Ce championnat national, qui est à sa première édition, s'est joué du 5 au 6 mars 2022 au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry. Un coup d'essai devenu coup de maître. Ça a été pour nous une première expérience, mais qui a été réussie. C'est pour nous une source de fierté, c'est une satisfaction. Nous entendons poursuivre notre programme. Nous ferons en sorte que les autres préfectures, les autres régions se préparent pour les prochaines rencontres, que nous puissions réunir tout le monde ici. En série filles, Marie Fanta Milimono fait partie des championnes. Elle dit avoir beaucoup travaillé pour atteindre cet objectif. Désormais, elle caresse le rêve d'aller briller dans des compétitions internationales. Je pense bien, c'est beaucoup d'entraînement. En plus, la participation des coachs. Oui, je compte beaucoup m'entraîner pour aller à l'international parce que là, c'était national. Du courage à ceux qui n'ont pas eu de médaille. Et ceux qui ont eu la médaille en bronze, beaucoup plus de courage pour avoir la médaille en or. Parmi les prochains défis de la fédération, installer les ligues dans toutes les régions, mais aussi poursuivre la promotion du badminton en milieu scolaire. Un programme est déjà disponible. Il reste les régions de Zérékoré, de Kankan, de Mamou et de Conakry. Nous allons terminer par Conakry. Donc nous comptons poursuivre ce travail-là d'ici la fin du mois d'avril pour l'achever. Et ainsi, nous allons entamer avec d'autres programmes. Comme beaucoup d'autres, la Fédération guinéenne de badminton est confrontée au manque d'infrastructures. En attendant d'avoir des installations dignes de nom, elle collabore avec celle du basketball pour dérouler ses activités au Palais des Sports. Le journal se poursuit, à présent notre angle.
les appels des charretiers ou des colporteurs, leur travail consiste à transporter des bagages solides des usagers d'une zone à une autre moyennant une somme d'argent. Dans la circulation avec leurs charrettes chargées ou non, ils se faufilent entre les véhicules même au risque de leur vie. Mais qui sont-ils vraiment ces jeunes? Comment fonctionnent-ils? Sont-ils vraiment des vagabonds errants sans situation comme le pensent certains citoyens? Nos reporters André Mossi et Milimono et Tcherno Sadouba ont tenté de comprendre. Nous sommes au marché du kilomètre 36, dans la préfecture de Koya. C'est l'un des plus grands centres d'affaires du pays. Ici, des milliers de citoyens gagnent chaque jour leur vie à travers différentes activités. Parmi eux, figurent ces jeunes, les charretiers. Il est 5 heures du matin. Mohamed Djabi et Alpha Amadou Bari, tous deux charretiers, se préparent à aller travailler. Ils enfilent leur tenue de travail, chaussures. Tout est prêt. Quand on se lève le matin, on fait nos prières avant d'aller travailler. Et c'est entre 8h, 9h que nous prenons notre petit déjeuner. Ce travail-là exige de faire des exercices le matin, avant de sortir sur le terrain. 6 heures du matin, Rasta et Taliban rejoignent le point de regroupement. Quelques collègues sont déjà là. Le travail commence dès que le premier client se présente. Ce sont généralement les femmes avec qui ils ont affaire. Les femmes lèvent tôt au taquet, les premières à être sur le lieu de négoce. 20h, des fois 19h, allez maner poisson de débat. Et à cause de chama, mona chocho d'arine. En tant que moubar moun matin, en amour ni moufa fok n'en fende quoi. Donc courage n'ara quoi, nous chocho d'arine, John. Leur service se négocie à 2000 francs minimum. Ce prix augmente à raison du poids des bagages et de la distance à parcourir. Certains y gagnent jusqu'à 10 000 francs le déplacement. Nous pénétrons dans le marché pour suivre leur travail. Ils sont aussi actifs à l'intérieur du marché que sur les trottoirs et les abords des routes. Lorsque la demande augmente, ils élèvent aussi leur prix, à prendre ou à laisser. La clientèle est satisfaite. Lorsque nos marchandises arrivent, ce sont des charretiers qui partent les chercher pour nous au bord de la route. Ils nous aident beaucoup. S'il n'y avait pas ces charretiers-là, c'est-à-dire ces transporteurs de bagages, s'il n'y en avait pas, maintenant quand tu as beaucoup de bagages, comment tu allais amener ces bagages-là à la maison? Donc il faut qu'il y ait des gens comme ça aussi qui transportent ces bagages. Malgré ces reconnaissances de la part des clients, les difficultés rencontrées par les charretiers sont énormes. Le problème ici, alors nous, on ne connaît pas, alors on débarque. Si on débarque le bagage, c'est les gens alors qui sont là, nous on débarque. Si ils volaient pas, nous on ne connaît pas. Bah, nous on débarque, on prend, on l'envoie. Si il manque alors, s'il ne veut pas rentrer dans le magasin alors, c'est nous qui connaissons le pays. C'est nous qui vont payer sur ça. Quand s'il ne veut pas rentrer dans le magasin, et là à dehors, ce n'est pas nous l'argent. C'est ça qui est important, nous connaissons. On leur reproche surtout d'être des voyous, des loupards et sans-abri errant dans la rue. Certains citoyens, par contre, ne partagent pas cet avis. Ceux-ci ne sont pas des voleurs. Tu peux leur donner de l'argent pour t'apporter n'importe quelle marchandise. Ils le font sans problème. Lui est marié et parvient à nourrir sa famille grâce à ce métier. Au lieu de rester à la maison, tendre ma main à ma famille, à chaque jour ou bien à chaque mois, comme je n'ai pas une autre chose à faire, je me patiente dans ça d'abord, jusqu'à ce que j'ai un autre. Je gagne mes frais de logement, mon dépense, la santé, ainsi de suite. Ces charrettes à deux manches, qui sont en fait des brouettes modifiées, représentent le principal outil de travail de ces jeunes. Elles ne sont pas aussi faciles à obtenir. Pour ceux qui n'ont pas leur propre charrette, il faut débourser une somme de 150 000 francs
pour en être propriétaire, ou encore louer une charrette pour une journée de travail. Cela nous amène en plein cœur du marché où nous rencontrons ce vieil homme. Il gère sa propre entreprise de location de charrettes. Lorsqu'il loue nos charrettes, nous recevons 4 000 francs guinéens en contrepartie. Même cet argent, ils nous le donnent difficilement. Pourtant, nous sommes d'une importance très capitale pour eux. On a 4 000 francs difficilement. Le soleil est au zénith. Rasta et ses amis prennent une pause. Ils profitent de leur petit arrêt pour discuter entre eux. Mais cela ne l'empêche pas d'aller travailler lorsqu'un client appelle. Au coucher du soleil, les jeunes charretiers sont submergés par les clients. Il est 20h. Rasta transporte son dernier chargement. Ils nous conduisent dans un endroit où tous se retrouvent après une longue journée de travail. Chacun se revêt d'habits nouveaux. Puis vient le tour d'une importante réunion au cours de laquelle ils tirent les leçons de la journée. Certains parmi eux ont des projets d'avenir. Ils ne souhaitent pas passer toute leur vie dans cette activité. J'ai envie de travailler très dur. La suite, je verrai entre ouvrir ma propre boutique et aller en Europe, car je compte abandonner cette activité. À 22h, nos charretiers sont pris de fatigue. Ils décident de rentrer car demain, la routine continue. Le travail reprend dès 5h. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Daouda Mohamed Kamara et Alcine Bari. Merci de votre aimable attention. Juste après moi, vous suivrez le public reportage sur la création des entreprises locales à Kamikolo, un district situé dans la sous-préfecture de Kolabouin. Très bonne soirée à tous, en compagnie des programmes d'Espace TV. Kamikolo Africa Logistique est une entreprise sous-traitante basée à Kamikolo, c'est dans la sous-préfecture de Kolabouin. Elle évolue dans la construction, le commerce et le transport. Le but de sa création est de lutter contre le chômage des jeunes dans le district de Kamikolo en général et de façon particulière dans la région de Boké. Nous sommes venus en 2018. Nous avons trouvé qu'il n'y avait pas d'entreprise communautaire dans la région. Donc, nous avons imaginé mise en place effectivement pour aider nos frères et sœurs qui évoluent dans la région. Parce qu'il y avait beaucoup de chômage. Depuis sa création en 2018, Kamikolo Africa Logistique a construit plusieurs infrastructures comme ce bâtiment, ce centre de santé dont le financement est issu du fonds FONEL et des hangars qui sont en cours de réalisation à Katounoung et à Dapilon. Les travaux se passent dans les meilleures conditions. Nous venons juste de démarrer les travaux, ça fait 2 semaines de cela. Et nous évoluons très bien avec les ouvriers. Malgré sa bonne marche dans la réalisation des contrats, les difficultés pour le financement par les partenaires ne sont pas à négliger, selon le directeur de Kamikolo Africa Logistique. Le consortium SMB Winning est la société mère et celle qui exerce ses activités dans le district. La volonté des responsables de CALS, c'est d'obtenir plus de contrats afin d'œuvrer pour la satisfaction des impactés. Mais les réalités sur le terrain sont tout autres. Ça ne roule pas bien parce que pour avoir un marché aujourd'hui en sous-traitance ici, c'est très difficile parce que nous évoluons ici avec le consortium SMB Winning. Bon, pour avoir des contrats, franchement, c'est très difficile. Et on a fait une réalisation en 2019-2020, un poste de santé à Kamikolo pour le fonds FODEL, donc qui n'est même pas terminé. Nous, on a fini, on a meublé, mais il nous manque la clôture, il nous manque les toilettes, et puis la mairie, il ne bouge pas.